Comment ça va? Tu commences maintenant. Oui, je commence maintenant. Tu commences maintenant, Oui. avant qu'il commence. Bon, c'est prêt? Oui. Bon, Ça tourne. Commence. 71. Bon, où ça? Ça tourne? Annonce. Les deux chasseurs, 2. 1. Con alors, c'est mince. Allez, au boulot, l'âme. Bon, tourne. Tourne, doucement. Un peu. Bon, vas-y. Ouais, allez-y. Bon, d'accord. Deuxième, allons-y. Ça tourne? Ça tourne. 2. Tape. L'âme. Oh, quel con qui a demandé de dire à l'âme qu'il en faut beaucoup. Hé, parlez, Gnat d'Afo. Deux deuxièmes. Ça tourne. 2 deuxièmes. Allez, vas-y, demande-lui. L'âme. Oui. J'amène de l'eau, beaucoup, un peu. Non, tu amènes un peu. Ah bon, donc c'est presque rempli le radiateur là. Oui, tu nous amènes, hein. Tu amènes un peu. Bon, d'accord. Ah oui, bien là. Quand même, on va jeter quelque chose dedans. Voilà. Ça va. Tiens. In December 1977, I filmed Jean Rouch, one of the pioneers of the French Nouvelle Vague, who was making a new film in Niger with his African friends Damouré, Lam and Talou. Jean Rouch is a pioneer as well as an anthropologist. He doesn't try to interpret according to European norms, but to show what he is filming through the eyes of the people themselves. For Rouch, the camera is the ultimate tool to obtain a dialogue between different cultures on a basis of equality. Ok, c'est bon. Terminé. Ok. C'est bon. Toi. T'as le Luca. Hé, bébé! Là! Bon, ça va. Le film est démarré, ça y est. Ça y est. Bon, tiens ça. Il te reste beaucoup de champs? Ça aurait été une histoire entre Congolais et Ivoiriens, un Guinéen, par exemple, ne se serait pas senti engagé. Mais dès que c'est le blanc qui maltraite le noir, tu comprends, tous les États, tu comprends, d'Afrique sont des États colonisés. Alors dès qu'ils voient un État maltraité par les blancs, eh bien tout de suite, c'est comme si c'était, tu comprends, si c'était eux qui subissaient les souffrances des autres. Je comprends ça très bien parce que, évidemment, l'exemple n'est pas tout à fait bon, mais si il y a une manifestation d'antisémitisme dans n'importe quel pays du monde, eh bien moi je me solidarise, je ne peux pas l'admettre que ce soit un juif allemand, un juif polonais, un juif russe, un juif américain, c'est pareil pour moi. On va te poser une question à Landry.
Landry, est-ce que tu as remarqué que Marceline avait sur son bras un numéro? Oui. Qu'est-ce que c'est, tu crois? Non, j'ai aucune idée. Aucune idée. Bon. Et toi, Raymond? Mais moi, je ne sais pas exactement. Je sais que ce sont les marins qui portent d'habitude des numéros sur les bras. Et comme elle n'est pas de la marine... Alors, pourquoi? Je sais pas la exactement ce que coquetterie. ça veut dire, oui. C'est la coquetterie. Peut-être, oui. Pourquoi un chiffre? Pourquoi un chiffre? J'aurais pu mettre un cœur. J'aurais pu mettre un cœur. Non, ça ne peut pas être le numéro de téléphone parce que c'est trop long, 78 750. Mais tout d'abord, c'est pas un V, c'est un triangle qui est la moitié de l'étoile juive. Je sais pas si tu connais le symbole juif, qui est l'étoile à 6 branches. Et d'autre part, le numéro, ben, c'est pas mon numéro de téléphone. J'ai été déportée dans un camp de concentration pendant la guerre parce que je suis juive. Et c'est un numéro de matricule qui m'a été fait dans ce camp. Alors? C'est étonnant. Tu sais ce que c'est un camp de concentration? Oui, 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 j'ai vu un film dessus sur les camps de concentration. Nuit et brouillard. Je crois Nuit et brouillard, oui. Bon. Le film est... When, in the 60s, I started filming myself, the film Chronicle of a Summer was one of the famous examples which influenced all the truths in my movement in those years. During a Parisian summer, a group of young people meet and start to know each other in front of the camera. The question which is asked is the following: are you happy? How do you get by in life? Coutan a accepté de faire une caméra, attention, une caméra extrêmement légère, miniaturisée et insonore. Et cette caméra, c'est la caméra éclair d'aujourd'hui, avec laquelle nous avons tourné Chronique d'un été. C'est-à-dire qu'on a fait en même temps un film et en même temps on a fabriqué une caméra. Alors au fond, la façon dont je filme maintenant, toi, avec le Nagra ici, c'est la première fois dans le cinéma en Europe, c'est toi qui l'as fait comme ça. Oui, nous avons tourné Marceline, Oui. Marceline Loridan marchant sur la place de la Concorde, Oui. avec un Nagra, c'est un perfectone caché dans son cabas, Oui. avec un micro-cravate. Ah, c'était le premier micro-cravate. C'est le premier micro-cravate. Alors c'est Là, la préhistoire de tout le cinéma et la télévision c'est la aujourd'hui. préhistoire de ce que nous faisons aujourd'hui. Oui. Pour 25 000 francs. 25 000 francs anciens. Ah bon? 50 $. Ah bon? 50 $, c'était ça la première caméra. Alors elle avait effectivement l'inconvénient d'avoir que 20 secondes d'autonomie, mais très vite est arrivé le son, très vite sont posés les problèmes de plans plus longs, les problèmes de synchronisation et maintenant les problèmes de plan séquence. Jean Rouch works in the Musée de l'Homme, where he is in charge of the ethnographic film department. The best examples for Rouch are, first of all, the American documentarist Robert Flaherty, who, even in the 20s, was making a film in collaboration with an Eskimo family, Nanook. Then the Russian filmmaker Dziga Vertov, who showed true life in Russia after the revolution in the Kino Pravda, by trying to imitate as much as possible the true image of the eye. Technically, Vertov is important for Rouch, but his attitude is the same as Flaherty's, who made people participate in his film. Teddy Morgan. Mais pour toi, entre Vertov et Flaherty, Flaherty était le plus important dans la mesure de l'attitude envers les gens, de participation. La caméra ne doit pas être cachée. Ça, je suis contre Vertov. Quand Vertov disait qu'il faut faire du cinéma à l'improviste sans cacher une caméra. Non, c'est du vol. C'est du vol. Le candidat, c'est une saloperie, c'est vraiment le vol de quelque chose. Mais si tu as une caméra, et surtout une caméra, celle qu'on appelle maintenant la caméra de contact, une caméra qui tourne de très près, etc., il se passe quelque chose. Et c'est, je crois, la leçon de Flaherty, en tout cas de ses premiers films, quand il était seul avec Nanook, où il faisait tout. Il développait son film sur place dans un igloo, il le projetait à la famille de Nanook, et il a inventé au fur et à mesure la séquence qui avait tourné le lendemain. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais, mais en essayant de comprendre et de réfléchir, en essayant d'appliquer les théories de Vertov. Monsieur Poulet, 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 Gorgoneri Gadei, Gourma, L'amour,
Je suis arrivé ici en octobre 1941, c'est-à-dire 36 ans. Et vraiment par hasard, c'était la guerre en France. Je terminais l'école nationale des ponts et chaussées. Et la seule façon de quitter la France, c'était d'avoir un emploi officiel à l'extérieur de la France. Et nous sommes partis comme ingénieurs des travaux publics des colonies. C'est comme ça que je suis arrivé ici, en octobre 1941, pour faire des routes et des ponts. Et puis, tu es devenu ethnologue, tu as tourné des films ici. Alors pourquoi tu as choisi ce pays si pauvre et si étrange pour vivre? Tu travailles et vis ici depuis 30 ans alors. J'ai découvert ici des gens qui m'ont appris des tas de choses. Quoi? La patience par exemple, que le temps ça n'existe pas. J'ai plus de montre depuis la guerre. Le temps ça veut dire la mort. Et avoir une montre ça veut dire qu'on va mourir. Et pour moi, pendant la guerre, le temps, on se mettait tous à la même horloge, et ça voulait dire qu'à un moment donné, on partait se faire tuer ou tuer les autres. Alors il faut éliminer le temps, et le temps, ça n'existe pas. Oui, c'est très étrange. C'est dans ce pays que tu as commencé d'être fasciné par le cinéma. J'ai fasciné par le cinéma parce que je ne voyais aucun autre moyen d'exprimer ce qui s'y passe. Et encore, le cinéma ne peut pas rendre compte de tout, tu vois. Par exemple, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un pays tout plat, c'est vraiment la façon dont on a appelé le pays de la chasse au lion, quoi. Ganji Kangamoru, Gamuru, la brousse qui est plus loin que loin. Le pays de nulle part, c'est le pays de nulle part. Alors, au pays de nulle part, tu peux rêver, tu peux inventer. Mais dans le pays de nulle part, il y a quelque chose que peut-être il aperçoit dans sa caméra. Là, derrière, c'est le fleuve. Et le fleuve, c'est un miracle. Alors, j'ai découvert la patience, que le temps n'existait pas, et que des gens qui n'avaient rien savaient être heureux. Alors il existe comme ça dans le monde un certain nombre de petits paradis, et pour moi le Niger en est un. C'est le désert et le paradis. C'est le désert, le paradis et vraiment la gaieté, la joie, le rire. Et le rire c'est très important, enfin c'est une chose... Nous avons commencé à perdre le rire. Et malheureusement, dans la civilisation que nous avons, le rire n'a plus sa place. Et ici, il a sa place. La raison que je donne est idiote peut-être. Je pense que c'est parce que, j'ai appris ça aussi ici, les gens n'ont pas peur de la mort. Et ça, c'est une chose, pour moi, très importante. Enfin, à partir du moment où les gens admettent que la mort est nécessaire pour que la vie existe, à ce moment-là, tu as gagné. Or, toutes nos civilisations judéo-chrétiennes, que ce soit le catholicisme, le christianisme, l'islam, vivent dans la terreur de ce qui va se passer après la mort. Ben, j'ai rencontré ici des gens qui n'ont pas peur de la mort. Et ça, je crois que c'est fondamental. Enfin, pour moi, c'est très important. On rentre à Niamey, là. On est sorti de la brousse et on est dans la ville. Alors moi, j'aime Niamey, enfin j'aimais beaucoup Niamey, parce que c'était un grand jardin, tu vois. Quand j'étais ingénieur ici, on s'occupait aussi des bâtiments. Il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas de béton, il n'y avait pas d'architecte et les maisons étaient des maisons provisoires, des maisons en terre, des maisons en pisé, en banco. Donc elles n'étaient pas définitives. Donc la maison était moche, elle s'écroulait, on refaisait, avec les morceaux, on en refaisait une autre. Et ça a conservé à Niamey cet aspect que n'a pas Bamako, que n'a pas Dakar, que n'a pas Abidjan, qui sont des fausses copies de l'urbanisme moderne. Tu as créé ici un centre où il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi dans le cinéma, le centre de recherche. Comment tu as créé ça ici? Quand je suis arrivé en Afrique, il y avait un institut qui s'appelait l'Institut français d'Afrique noire. À l'indépendance, en 60, le gouvernement du Niger m'a demandé de prendre la direction de ce centre. Or, moi j'étais au CNRS, j'étais libre, j'ai donc accepté la direction scientifique de ce centre que nous avons créé, qui est aujourd'hui l'Institut de recherche en sciences humaines, et dans lequel j'ai créé tout naturellement une section de cinéma, car il me semblait très très important que le cinéma
soit un outil de recherche qu'utilisent de jeunes chercheurs nigériens. Enfin, pour moi, la coopération, c'est ceci. C'est d'abord démystifier la technique. Apprendre à des gens que la technique, ben, ça peut se maîtriser. Ensuite, leur montrer que on leur donnait des outils pour qu'ils puissent s'en servir. Voilà le baobab de l'ancêtre. Alors, ce bâtiment que tu as créé, tu as bâti aussi ça. Ça, nous l'avons bâti avec un groupe d'architectes qui sont des Planacassagne et Chenu, qui sont des élèves de Le Corbusier. Et l'idée était de construire un bâtiment en voûte. Car c'est voûte de briques, voûte catalane, il n'y a pas de béton, et ça coûte moins cher qu'une tôle ondulée. Ça s'écroule un peu de temps en temps, mais c'est pas grave. Quoi. Il suffit de reboucher les trous. C'est inspiré un peu à l'architecture du pays? Peut-être pas, mais en fait, tu vois, c'est, disons, mauresque, regarde, tu vois, il y a un jardin. Oui. En tout cas, ce n'est pas un gratte-ciel.